Bonjour à tous, nous sommes le 25 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Une tasse de café ou de thé et puis nous allons monter à bord de différents bateaux avec toujours ce finish extrêmement serré et vraiment très intéressant pour nous. Nous allons plonger là-dessus. Avant de regarder ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures en tête, quelques petits mots sur des concurrents un peu à l'arrière qu'on n'a pas beaucoup parlé ces derniers jours tellement le finish est intéressant. Nous avons pour la 10e place la bataille entre Maxime Sorel sur un plus vieux bateau et la remontée de Armel Tripon sur un bateau tout récent, mais qui a eu des problèmes 2 jours après le départ et qui est parti en finale, enfin qui s'est arrêté un petit peu en mer et qui est parti en fait dernier. Il est donc en train de remonter Maxime Sorel plus lentement que ce qu'on avait prévu quand on avait regardé il y a quelques jours, 5 jours à peu près. Mais quand même, il fait bonne route et il reste plus que 100 000, un tout petit peu au-dessus de 100 000 entre les deux. Donc c'est la moitié de ce qu'il y avait il y a quelques jours. Ça va être juste, mais c'est possible pour Armel Tripon de rattraper Maxime Sorel. Bon, c'est à la fois triste pour l'un et heureux pour l'autre. Et puis un autre point important sur ce groupe de 5 bateaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être presque avec Didac Costa, 6 bateaux qui se sont beaucoup resserrés ces derniers jours. On avait un peu observé il y a une semaine que c'était un scénario probable, et notamment pour Piprard qui est passé dans Le Monde, en fait, a été publié dans Le Monde aujourd'hui. Regardez cet article-là, c'était assez intéressant, et qui est remarqué comme une excellente navigatrice cette année, c'est son premier Vendée Globe, et qui, avec son bateau plus vieux, s'est fait rattraper malgré beaucoup d'avance avec plusieurs soucis techniques et une météo pas favorable à son bateau, et se retrouve derrière Stéphane Le Dirigeant, qui doit être très content, lui, d'avoir remonté. Félicitations à lui quand même, hein, et même s'il a un bateau plus récent. Et puis donc, nous avons une belle bataille ici dans la remontée de l'Atlantique. On y reviendra lorsqu'on aura un peu plus de temps, qu'on aura soufflé. Il reste 3 jours pour la tête et je pense que nous reviendrons lorsqu'ils seront un peu arrivés. Si vous posez des questions sur mon sapin, j'utilise mon sapin pour expliquer un terme que certains marins utilisent beaucoup, qui est de naviguer sur les portières. Comme vous pouvez voir, il est pas mal plus penché que hier. Hier, il était calé à la gîte. Aujourd'hui, il est calé à la gîte et la gîte est pas mal plus grande qu'hier. On appelle ça naviguer sur les portières. Alors, c'est une expression que j'utilisais pas dans mon enfance, mais j'ai entendu dans le Vendée Globe. Imaginez que votre voiture est tellement penchée que les portières raclent par terre. Bon, ça vous donne une idée. C'est un peu ça. Naviguer sur les portières, c'est naviguer très gîté. Une des allures propices étant le près. Mais il suffit d'avoir beaucoup de toile et de naviguer un petit peu dangereusement, ou en tout cas à fond. Voilà, naviguer sur les portières. Donc, si on regarde le classement et ce qui s'est passé sur la cartographie et ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, plusieurs choses se sont passées, et notamment des choses qu'on avait un peu prévues, ce qui est toujours agréable quand même. Notamment, Yannick Bestaven, sa route est partie complètement au nord et a détourné, c'est le seul en fait à faire le passage des Açores par le nord. Si vous vous rappelez, on va regarder la route d'hier, le routage d'hier, montrer Maître Coq faire exactement ça, on le voit ici, hein, et sa route optimale calculée hier passait comme ceci. Bon, bah il a fait à peu près ce qu'on a dit, hein, il nous écoute, c'est interdit, il n'a pas le droit de regarder aucune information sur le routage, mais ça montre aussi que bah il a vu un peu la même chose, et ça c'est les conséquences de ce qu'on avait observé hier, le changement de météo, à peu près 24 heures avant l'arrivée. Alors on va voir qu'il y a encore quelques changements aujourd'hui, pas aussi massifs qu'hier, mais quand même quelques changements. Donc nous allons observer ça, et ça a encore des conséquences sur le classement, et c'est pas des bonnes nouvelles non plus pour ceux qui sont devant encore. Ceci dit, nous avons un peu 3 options. Donc l'option très extrême nord de Yannick Bestaven, qui est principalement en fonction de la météo qui a changé et de son positionnement. Donc hier, enfin avant-hier pour vous, donc le 23 janvier à 21h UTC, le classement, il montrait qu'il venait de virer d'Empané et de remonter vers le nord. Et c'était à peu près à ce moment-là, je pense que les fichiers météo sont devenus assez clairs et dire bah il y a un changement à l'avant et la route optimale a changé pour lui. Ceux qui sont un peu devant, bah, ils étaient trop engagés, donc ça n'a pas beaucoup changé, et ils doivent subir plus que prendre les devants. C'est un peu la voile, c'est ça, hein. C'est que vu les vitesses des bateaux, il peut être favorable parfois d'être un peu en retrait par rapport à un phénomène météo qui peut changer, et être observateur un peu, c'est ça une stratégie que certains ont prise, notamment Boris Herman qui est resté en observation quasiment tout le long du Vendée Globe, aux avant-postes, mais pas en tête. Et c'est un peu ce que Charlie Dallaire a fait par exemple dans la descente de l'Atlantique Sud. Donc, sur ces dernières 24 heures,
Louis Burton est passé premier, alors on peut voir qu'ils sont au coude à coude au classement, et on va regarder qu'en fait cette fois c'est vrai, et une des raisons pour lesquelles c'est vrai, c'est que maintenant ils vont faire route quasiment directe, tourner des empannages quoi, mais la destination c'est les Sables d'Olonne, et donc dans le classement ils sont un peu, on voit ils sont un petit peu alignés, alors il y a quelques options nord-sud, mais au final le classement que vous voyez ici représente assez bien le classement tel qu'on a après routage. Il y a quand même quelques changements et on peut voir un peu mieux apprécier avec le routage qu'est-ce qui va venir et quels sont les écarts réels parce qu'ils vont un peu évoluer. Mais ceci dit, clairement, Bureau Vallée 2 et Charlie Dalla sur Apivia sont au coude à coude et sont au coude à coude aussi au moment du routage. Qu'est-ce qui s'est d'autre passé? Eh bien, c'est Linkard, je dirais, Thomas Ruyant a empanné plutôt que Charlie Dalla. Donc ça, c'est pas tout à fait la même option, mais ceci dit, les deux marins naviguent dans le tunnel, ce que j'appelle le tunnel, qui est vraiment la zone dans laquelle les routes sont assez identiques. On voit qu'ils tirent des bords. Hein. Là, choisi plus sud. Ça a plutôt bien marché pour Charlie Dalla. On va regarder ça. Et puis enfin derrière, c'est un certain alignement. On soulignera l'excellente performance de Damien Séguin sur le groupe Apicil. Il vient de passer devant Giancarlo Pedote, qui est un bateau foiler d'ancienne génération. Hein. Et je voudrais souligner sa performance sur ce Vendée Globe. J'en ai déjà parlé de Damien Séguin et avant en disant ce monsieur-là, il a qu'une main. Je sais pas comment il fait pour être 7e ou 6e ou 5e à certains moments, parfois même 2e à d'autres moments dans le Vendée Globe. Ceci dit, j'ai appris d'autres choses. Je vous recommande de regarder. En fait, non. Un lecteur assidu, ou en tout cas quelqu'un qui suit mes vidéos de manière très assidue, mon papa, bonjour papa, m'a montré la vacation radio de Damien Séguin du 24 janvier, où il explique qu'il est très content, bien sûr. Il fait c'est son premier Vendée Globe et il fait une performance extraordinaire. Il ne pensait pas se retrouver à cet endroit-là, mais surtout depuis le début du Pacifique, il lui manque un certain nombre de voiles d'avant, de portant. Je ne sais pas comment il a fait pour réussir à remonter aussi bien et à se maintenir dans le classement. Et en plus de ça, il utilise les mêmes fichiers météo que moi, qui sont gratuits et qui ne lui permettent pas de faire de prédictions plus longues que 8 jours. J'ai trouvé que c'était gênant parfois moi, notamment dans la remontée de l'Atlantique Sud, qui manquait. J'ai dû triturer pour réussir à faire des routages qui faisaient du sens. Et donc c'est un handicap pour lui. Et malgré ce handicap, il s'en est sorti. Il faut savoir que les fichiers météo à très long terme, comme 15 jours, que je sais Boris Herman par exemple l'utilise, mais je pense tous les concurrents en tête l'utilisent, sauf Damien Séguin, sont payants. Et lui n'a pas les moyens. C'est le moment comme disait mon frère, de faire crowdfunding et de lui fournir des sous. C'est trop tard, hein, il reste 4 jours, 3 jours, donc ça sert à rien. Maintenant, les prévisions, c'est les mêmes pour tout le monde. Si l'on compare maintenant le routage de hier par rapport aux positions d'aujourd'hui prédit, on voit que les marins naviguent de manière moins effrénée, donc je pense que c'est peut-être les conditions météo qui sont un peu moins favorables. En tout cas, mes polaires sont pas mal pile poil. On voit que Bureau Vallée 2, sa polaire est juste devant ici et elle est située un petit peu sur une route un petit peu plus sud que Apivia, que ce qui était prévu, pardon, mais qu'il est vraiment pile poil sur son isochrone, 1 heure en retard. Apivia, lui, est légèrement en avance. Il a fait quand même une meilleure journée et on va voir que ça joue parce que les écarts sont tellement faibles que malgré tout, ces petites différences, ça joue quand même. Et puis Linkard s'en sort bien, mais Boris Herman est à peine un peu en avance sur son routage. Maître Coq, c'est pas Linkard, c'est pas ça polaire, c'est l'isochrone de Maître Coq ici qui est vraiment très proche. Linkard a plutôt bien marché aussi, un peu en avance. Mais enfin, de manière générale, rien de extraordinairement surprenant. Un petit mot sur Jean Le Cam ici qui est un petit peu en retard. Donc de manière générale, nos prédictions par rapport à hier sont vraiment très justes, je trouve, et tout le groupe navigue à peu près dans l'enveloppe qui était définie par les polaires que j'ai, qui sont pas exactes, hein, mais qui sont une bonne approximation. Donc on va mettre à jour le routage. J'ai fait le routage de tous les 9 premiers, hein, comme je fais ces derniers jours. Par contre, j'ai regardé, pour le moment, je vous montre les 2 premiers, Apivia et Bureau Vallée 2, et puis Jean Le Cam comme référence par rapport à la météo qu'on avait prévue hier, qui annonçait aux alentours du 26 un gros trou de vent pour les leaders. Et donc, c'est ce qu'on va observer. Alors d'abord, ce que je vous propose, c'est d'observer les 2 premiers, parce que ces derniers jours ont montré que l'option nord de Bureau Vallée 2 lui permettrait de prendre un certain avance sur Apivia, sur Charlie Dalla, et de maintenir sa position numéro 1 au scratch, de manière à avoir avec un bon coussin de sécurité, une bonne marge.
Et cette marge-là est en train de s'effondrer. Et on va regarder pourquoi. Donc, si l'on projette, ça va assez vite parce que j'en ai assez zoomé. On peut voir que l'excellente journée de Charlie Dalin, qui a marché mieux que sa polaire, alors que Louis Burton n'a pas fait, plutôt même un peu plus lent, ça fait une certaine différence. 3-4 heures de gagné, ça fait beaucoup, surtout quand on est à 3 jours de l'arrivée. Et donc, si on regarde un petit peu, on voit que les polaires, les isochrones ici sont vraiment collés, quoi, et leurs routes vont se rapprocher, ils vont en fait merger, comment dirais-je, converger, jusqu'à se retrouver vers les sables. Donc ça, c'est ça c'est pour Maître Coq, bon, tant pis, mais c'est dans pas longtemps, c'est peut-être dans 24 heures, quelque chose comme ça, je pense. Et ensuite, ce sera au coude à coude. On peut voir que l'avance de Louis Burton a disparu. Une des raisons pour laquelle ça a disparu, c'est non seulement la très bonne journée aujourd'hui de Charlie Dalin, mais en plus, non, c'est tout, c'est ça, c'est l'excellente journée. C'était quelques heures d'avance pour Bureau Vallée 2, on se souvient que c'était extrêmement proche, et ces quelques heures d'avance sont disparues aujourd'hui. Ça montre aussi que le classement qu'on fait, qui était quand même assez stable ces derniers jours, depuis qu'on le fait, depuis 4-5 jours, ça peut quand même se retourner assez vite. Il suffit d'une très bonne journée pour quelqu'un pour dépasser de quelques heures et passer devant. Ça, c'est sûr. On se souvient de cette zone de plus faible vent qui s'est ouverte, c'est hier, qui a changé hier. Elle s'est confirmée aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même une assez grande zone ici. C'est même un peu plus tôt que prévu, en fait. Ça a encore empiré pour les leaders, je dirais. Et on voit bien la différence par rapport à ceux qui suivent derrière. J'avais une question en disant c'est quand même incroyable que Jean Le Cam, qui est 600 000, presque 600 000 derrière les leaders, puisse je comprends qu'il y a 16h30 de retard, de compensation, mais malgré tout, qu'il puisse rattraper 600 000, ça semble énorme. Parce que ça faudrait finir troisième, ça voudrait dire rattraper et passer devant Louis Burton. Et on voit un petit peu, moi aussi hier j'étais incroyable, j'ai trituré mes chiffres pour vérifier vraiment que tout était bon. Et on voit, ça c'est la route de Jean Le Cam qui passe plus au nord parce que c'est là qu'il y a le plus longtemps du vent. Et on peut voir toute cette zone ici où les leaders naviguent dans peu de vent, alors que Jean Le Cam naviguera avec de très bons vents. Petit point quand même, j'ai peine à croire que Jean Le Cam arrive à sortir troisième en compensé, parce que si on regarde le vent ici, il annonçait 20 nœuds de vent, ce qui est beaucoup mieux que 10 nœuds ici, moins de 10 nœuds en moyenne. Mais par contre, les rafales sont beaucoup plus fortes, sont annoncées à 30 nœuds ici. Et lorsqu'il y a un vent très rafaleux, le bateau a tendance à être réglé pour les rafales, ou en tout cas pour un juste milieu, ce qui ne permet pas d'obtenir le maximum de la polaire. La polaire telle que j'ai là n'a pas ce niveau de détail par rapport aux rafales, et donc tient compte du vent dominant, pas des rafales. Donc, et en plus, ça va empirer si on regarde la route plus tard, comme il sera très à l'arrière et vraiment proche du centre de la dépression, plus les jours vont passer et plus il va se retrouver avec des rafales de plus en plus forts. Là, on annonce 25 nœuds ici, avec des rafales presque à 40, et puis ça continue à empirer. Ici, il annonce des rafales à plus de 40 nœuds et 30 nœuds établis. Ça va être des conditions vraiment difficiles à gérer, et je pense que Jean Le Cam, malgré tout son talent, n'arrivera pas à extraire le maximum théorique de son bateau dans des conditions avec autant de rafales. Tandis que les leaders, eux, vont pouvoir, parce que c'est juste à ce moment-là qu'ils auront un vent avec des rafales moins fortes. Alors ça restera rafaleux, mais pas autant, et surtout moins haut en vent. Donc, ça reste compliqué quand même pour le troisième. Donc on va quand même faire les projections telles que comme ça avec ces polaires là. Mais bon point à retenir, les conditions de navigation de ceux qui sont derrière, Jean Le Cam, mais aussi Groupe Apicil dans une petite moindre mesure et Omia, vont se retrouver dans des conditions plus difficiles à naviguer que les leaders, qui vont certainement perdre du temps dans cette zone qu'on vient de voir au nord de l'Espagne, mais vont peut-être moins perdre de temps que les chiffres que les modèles annoncent. Donc si on met à jour notre tableau favori, on peut voir que les modèles annoncent vraiment un ex-aequo parfait entre Bureau Vallée 2 et Apivia. Donc j'ai remis à jour et il annonce 10 minutes d'avance. 10 minutes d'avance, j'ai réinversé les classements, mais il est clair que c'est de la fumisterie, on sait pas. Et puis derrière, nous avons Boris Herman, qui est pas très loin, 1 heure derrière. Donc ça, c'est vraiment, je vais pas montrer la polaire, l'isochrone et la route, mais elles sont convergentes avec les autres. Et donc, nous avons un faible écart. Et puis ensuite, c'est aux heures, même un peu moins d'1 heure parfois, pour les 6 premiers. Ensuite, nous avons un gros décrochement. Alors, on peut voir quand même que une des choses qui se passe par rapport à hier, c'est que tout le monde arrive beaucoup plus tard.
Et ça, c'est cette zone de faible vent qui est plus prononcée encore qu'hier et qui impacte encore plus une plus grande zone, plus de concurrents et qui les a ralentis beaucoup. Hier, il y avait plutôt 12, 13 nœuds de vent annoncés avec des rafales à 15, 16, et maintenant il y a plutôt moins de 10 nœuds de vent annoncés. Point à noter, les marins sont très forts dans ces zones-là pour trouver du vent, notamment en étudiant les nuages. Et donc, il est possible qu'ils puissent battre ces temps-là. On suivra, encore une fois. Sinon, dans la suite, il n'y a pas vraiment de changement. Tout le monde arrive un peu plus tard que prévu. C'est normal, il y a moins de vent. Ceux qui sont derrière sont moins impactés. Si on regarde Jean Le Cam, il perd quand même 4 heures. Et si on regarde Apivia, lui, Apivia devait arriver à 9 heures et il arrive plutôt à minuit, ce qui représente 3 heures. Donc là, cette fois, ceux qui sont derrière sont quand même impactés. J'avoue que je ne sais pas exactement pourquoi les temps d'arrivée de... Ah si, Jean Le Cam, notamment, et ceux derrière arrivent un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un moins bien que ce qui était prévu. Voilà. Si on regarde en temps compensé, pas trop de changements. C'est Maître Coq qui, pour le moment, est annoncé comme grand gagnant de cette position nord qu'il prend et sur cette route optimale qu'il a choisi de prendre hier en empannant. Et donc creuse à nouveau l'écart par rapport à Sea Explorer. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est sûr. Et pas une bonne nouvelle pour Charlie Dalin. On a encore Jean Le Cam en troisième. J'ai déjà parlé des risques qu'il y avait avec ce changement-là. Et puis ensuite, c'est la suite. Il n'y a pas vraiment de changement au classement, juste des heures. Tout le monde arrive plus tard. Voilà, notre vidéo a été un peu longue aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un peu galéré, mais c'est une des raisons, c'est que je bois un jus de pomme vraiment fameux qui goûte vraiment le Jurançon. C'est délicieux, mais c'est pas super pour ma capacité à expliquer les routages. Sur ce, je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.